Marine Tondelier, il y a une semaine, vous étiez à Sainte-Soline, aux côtés des manifestants. Jim Jarassé vous pose la première question. Oui, une première question sur l'interview de Gérald Darmanin qui annonce ce matin dans le JDD la création d'une cellule anti-ZAD. Il parle d'une équipe de juristes spécialisés qui sera mise en place à la rentrée prochaine pour démanteler toute tentative d'installation de ZAD. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au ministre de l'Intérieur sur cette proposition ? Monsieur Darmanin, il est ministre de l'Intérieur et donc son rôle, c'est de garantir la cohésion des institutions, l'apaisement du pays, le fait qu'on puisse tous faire société ensemble. Or, depuis quelques jours, il n'agit pas comme ça au-dessus de la mêlée en quelqu'un qui pacifierait le débat. Il est pyromane, il met de l'huile sur le feu et on voit que, moi j'interprète ça comme une forme de fébrilité, il doit considérer que la meilleure défense c'est l'attaque. Et donc, comme plusieurs mensonges ont été révélés à son égard, qu'est-ce qu'il fait ? Il invente des risques qui n'existaient pas pour défendre tout ce qu'il a fait depuis une semaine et sur lequel vraiment on voit que ça devient indéfendable. Nous étions à Sainte-Soline, pas juste moi, mais des dizaines de milliers d'écologistes, dont beaucoup de manifestants Europe Écologie Les Verts, qui, je le précise, n'ont ni pris part aux heurts violents, ni aucun d'entre eux été blessés parce qu'ils étaient à l'écart des violences, avec beaucoup de parlementaires également. Il n'y a jamais été, ni cette fois, ni les fois précédentes, question d'installer une ZAD à Sainte-Soline. Il n'y aura pas de ZAD jamais. À Sainte-Soline, jamais. Ça dépend aussi de lui, parce que je pense j'ai l'impression qu'il souffle dans l'oreille des gens ce qu'il n'a pas envie qu'on fasse pour que ça se termine par se faire. Vous voyez, quand il n'arrêtait pas de dire, il a de manière très testostéronée, pendant des jours et des jours avant la manifestation, expliqué qu'il y aurait toujours plus de forces de l'ordre quelque part. Les annonces qu'il a fait successivement pour dramatiser ont consisté à la fin à donner rendez-vous à celles et ceux qui étaient intéressés, plus par le fait d'en découdre avec les forces de l'ordre que de défendre les bassines. Et il continue. Il est en train de guider les personnes qui veulent être contre lui dans des chemins très concrets. Et pour le coup, ni les soulèvements de la terre, ni les écologistes locaux n'ont jamais prévu de faire une ZAD localement. Ils s'inventent un problème pour mieux faire semblant de les résoudre. Ça s'appelle un pompier pyromane dans le langage, désolé. Et en réalité, c'est dangereux parce que ça nous écarte du problème. Et moi, ce que je voulais dire aussi ce matin, c'est que à force de présenter l'écologie comme l'écoterrorisme, des amalgames très graves. Les mots ont un sens. Il est ministre de l'Intérieur. Il a désigné qu'en France, en ce moment, le risque terroriste, c'était les écologistes. Citez-moi un seul écologiste de ce pays, qui soit adhérent d'Europe Écologie Vert ou autre, qui ait constitué une menace terroriste, qui ait menacé de mort des gens. Est-ce que vous ne donnez pas corps à cette accusation-là lorsque vous allez participer à une manifestation qui n'est pas autorisée ? Absolument pas, parce que je ne sais pas où était le terroriste dans cette manifestation. Et si on n'est plus capable de mettre de la nuance dans ce pays, alors on a un vrai problème avec l'état de droit. Les faits, c'est qu'il nous a désignés comme un bouc émissaire de tous les problèmes de ce pays. Et je termine là-dessus parce que c'est très grave. Ça a une conséquence directe, c'est que depuis des semaines, il y a une recrudescence des menaces de mort et des agressions contre les écologistes. Et ça, il n'en parle pas. Morgane Larche, qui est une journaliste sur l'agrobusiness, a suivi une tentative d'assassinat cette semaine. Pour la deuxième fois en 2 ans, sa voiture a été sabotée. Paul François, qui avait gagné un procès contre Monsanto après avoir été malade des pesticides, a été séquestré, ligoté, étranglé, menacé d'un couteau sous la gorge et on l'a tenté de le forcer à ingérer un liquide. Il est toujours en rémission. L'Office français de la biodiversité a été incendié. Vous accusez Gérald Darmanin d'être responsable d'un certain nombre de choses. Jim Jarassé. Il met de l'huile sur le feu et ça va finir par faire des morts dans ce pays et ils seront écologistes. Voilà. Vous parliez de la formule écoterrorisme. Gérald Darmanin, ce matin, parle de terrorisme intellectuel également de l'extrême gauche, qui consisterait selon lui à renverser les valeurs. Je cite, les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. Comment vous réagissez à cette Pour Gérald Darmanin, les manifestants sont des factieux et les gens qui vont défendre les bassines sont des irresponsables. Donc vous voyez, à un moment, soit dans ce pays, on essaye de calmer les choses, d'apaiser le débat et de se parler normalement, surtout quand on est responsable de partis politiques et ministre de l'Intérieur, soit on continue dans une surenchère, mais c'est quoi la prochaine étape ? Mais pardonnez-moi, mais ce que vous dites quand même, c'est Gérald Darmanin qui est responsable quelque part des violences, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il attise le feu. Donc il est responsable des violences. Quand il désigne sans distinction les écologistes français comme des écoterroristes, quand il parle d'éco-sabotage, quand il dit qu'il envoie toutes ses forces parce qu'une ZAD allait être installée alors qu'il n'en a jamais été question, évidemment que c'est ce qu'il fait. Il désigne ses ennemis. Il trace une frontière entre ce qui est républicain et ce qui ne l'est pas. Il est en train de présenter les écologistes comme n'étant pas d'un champ républicain, mais je l'entends beaucoup plus rarement sur l'extrême droite, sur les gens qui menacent les écologistes et qui sont très très soutenus en réalité par le gouvernement parce que
on voit qu'il y a un intérêt électoraliste derrière tout ça, mais vous voyez, sur des questions de pesticides, où on se termine par agresser les écologistes, peut-être que comme les agriculteurs, certains sont plus violents que les parents qui défendent leurs enfants victimes de cancer pédiatrique, alors ça se termine comme ça. Et vous voyez, moi je suis profondément non-violente, je l'ai toujours été, mais j'ai beaucoup de mal, de plus en plus, à convaincre les gens que c'est la bonne voie, parce que dans les milieux écologistes, contestataires, certains me disent, mais tu vois, vous êtes sympa, etc. Mais c'est toujours ceux qui nous menacent, qui nous attaquent, qui sont entendus à la fin par le gouvernement. Sur la non-violence. On est dans un moment très très compliqué à cause de ça et à cause de cette doctrine de maintien de l'ordre et de cet argumentaire, de cette rhétorique du ministre de l'Intérieur. Et je tiens solennellement à dire ce matin que ça va mal se terminer. Est-ce que vous tenez aussi solennellement à dire ce matin que vous contestez, que vous condamnez l'ensemble des violences qui ont eu lieu à Sainte-Soline? Vous disiez tout à l'heure, il faut de l'apaisement. Gérald Darmanin, à plusieurs reprises, a reproché à certains membres de la gauche de ne pas être assez clair et de ne pas condamner très clairement les violences auxquelles on a assisté ces dernières semaines. L'ambiguïté là-dessus, elle est de son côté, pas du mien. J'ai toujours été non-violente, je viens de vous le dire avant même votre question. J'ai toujours condamné les violences, que ce soit pour défendre l'écologie, pour défendre quoi que ce soit en réalité. Et ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. 40 ans que notre parti existe en réalité. Et donc, celles et ceux qui entretiennent l'ambiguïté sont au gouvernement et passent leur journée à expliquer qu'on serait ambigu sur le sujet. Mais nous ne le sommes pas. Par contre, leur rhétorique l'est, elle l'est à dessein. En conscience, ils choisissent de nous présenter comme des gens qui sommes violents, qui représentaient un risque terroriste. Les mots ont un sens et c'est pas un éditorialiste un peu musclé qui dit ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est arrivé dans ce pays. C'est très grave et c'est dangereux, ça va mal se terminer. Marie-Pierre Haddad. Oui, il y a une phrase qui a particulièrement marqué cette semaine, c'est celle de Yannick Jadot, qui a été le candidat de votre parti à la dernière présidentielle. Il a demandé la démission de Gérald Darmanin. Est-ce que vous allez jusqu'à demander la démission du ministre de l'Intérieur ? Il n'est pas le seul à l'avoir demandé. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je vois ce hashtag fleurir sur les réseaux sociaux. Et à un moment, évidemment que la question va se poser. Parce que les agressions se multiplient envers des écologistes. Et lui, au lieu d'en tirer les conséquences, comme il le ferait si une bassine était menacée, ça on l'a bien entendu, comme il le ferait si une manifestation dérapait, pourquoi il ne dit rien quand des écologistes font l'objet de tentatives d'assassinat dans ce pays? Est-ce que vous demandez sa démission ? Une remise en question, ce serait déjà pas mal. Mais moi, sa démission, évidemment que ça devrait être depuis longtemps le cas. Mais moi, vous voulez que je demande quoi? Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui fais les gouvernements dans ce pays. Mais je pense qu'il aurait dû, par décence, démissionner depuis longtemps ou être démissionné pour ses mensonges, pas juste là sur les écologistes et Sainte-Soline, mais sur sa gestion catastrophique des supporters la fois dernière et des mensonges aussi qui ont suivi. Et puis surtout sur la politique du maintien de l'ordre. Alors je dis maintien de l'ordre entre guillemets parce que je ne vois pas trop quel ordre est maintenu en ce moment, qui fait débat dans le monde entier. L'ONU, Human Rights Watch, le Conseil de l'Europe, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International. Alors peut-être que ce sont tous des factieux, y compris la Maison-Blanche qui s'interroge également. Ou peut-être qu'on peut se dire que quand le monde entier trouve qu'il y a un problème, c'est peut-être que les génies du gouvernement qui se pensent sur d'eux, le cercle de la raison, doit un peu se remettre en question. Mais justement, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement dit « Des groupes ultra-violents détournent les manifestations non violentes de leur objectif et contribuent ainsi à discréditer la cause des militants de l'environnement ». Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Forst, c'est son nom? Mais c'est vrai, mais j'ai l'impression que, quelque part, Gérald Darmanin a un intérêt à tout ça. Il voulait ces images à Sainte-Soline, il veut ces images en fin de manifestation, parce que nous, pour le coup, notre travail... À partir du moment où Gérald Darmanin veut ces images, pourquoi allez-vous à Sainte-Soline? Parce qu'on ne va pas arrêter de manifester, nous, écologistes de ce pays, pour des causes qu'on défend depuis 40 ans, parce que le ministre de l'Intérieur est incapable de garantir le maintien de l'ordre dans ce pays. Je suis désolée, on est en état de droit, on se bat pas juste comme ça dans l'absolu, on se bat parce que les enfants qui vont naître cette année, en 2023, personne n'est en mesure de leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Alors il faudrait quoi? Qu'on se taise, qu'on attende chez nous, respectueusement, qu'on se contente d'être sur Twitter. Je précise en plus que ce matin, de manière très contradictoire, dans son interview du JDD, il dit à toutes celles et ceux qui commandent Sainte-Soline sans y être allés qu'il faut qu'ils aillent voir sur le terrain. C'est exactement ce que nous avons fait avec beaucoup de parlementaires écologistes. Et heureusement que nous étions là, et pour porter assistance aux blessés, et pour essayer d'aider à l'arrivée plus rapide des secours, et pour raconter, parce qu'il y a quand même 2 personnes qui sont encore entre la vie et la mort, et la moindre des choses qu'on leur doive, à eux, à leurs proches, à leurs familles, c'est la vérité.
Quoi que ce soit qui se passé, on doit trouver la vérité de manière indépendante et transparente. Marine Tondelier, quand vous dépeignez Gérald Darmanin comme un pompier pyromane, est-ce que c'est-à-dire qu'il organise une forme de contre-feu médiatique à la crise de la réforme des retraites? Vous avez dit hier au Conseil fédéral d'Europe Écologie que le gouvernement a objectivement un intérêt à cette violence et vous les accusez de mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement a objectivement un intérêt à cette violence? Ça veut dire que après les lacrymos à Sainte-Soline, il y a besoin d'un écran de fumée pour faire diversion. Comme quand on menace de dissoudre les soulèvements de la terre, qui d'ailleurs n'a pas grand sens, que c'est un collectif avec plein de gens. Ils vont faire quoi? Dissoudre les fermes, la Confédération paysanne, Europe Écologie Les Verts. Tout ça n'a pas grand sens. Donc cette violence est une volonté du gouvernement? En tout cas, ça sert leur récit. Et c'est le ferment de ce qu'ils essayent de raconter dans leur belle histoire où il y aurait le gentil gouvernement qui veut l'intérêt général et les méchants écologistes qui sont des terroristes. Je pense que tous les gens qui nous écoutent là voient bien qu'il y a un problème dans ce récit. On n'est pas loin de la conspiration là, excusez-moi. Mais c'est ce qu'il raconte. C'est ce qu'il raconte lui et il est ministre de l'Intérieur. C'est son récit, objectivement. Les violences, le week-end dernier à Sainte-Soline, elles ne sont pas l'œuvre de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que... Non, mais la doctrine du maintien de l'ordre est un problème dans ce pays. Tout le monde le dit. J'étais vendredi à Bruxelles avec le Parti vert européen. Il y avait les leaders des partis verts européens de toute l'Europe. Tous me disaient, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment en France? Tout le monde est très inquiet de ce qui se passe. Marine Tondelier, s'il n'y avait pas eu la présence de ces forces de l'ordre à Sainte-Soline? J'ai entendu François Hollande dire que la bassine aurait été détruite, mais elle n'est même pas construite. Aujourd'hui, cette bassine à Sainte-Soline, c'est un trou. Est-ce que vous avez déjà essayé de détruire un trou? Ça n'est pas possible. Et de le reboucher quand il fait la taille de 80 piscines olympiques? Non plus. Et donc, quand on parle de doctrine de maintien de l'ordre, pourquoi je dis qu'il y a un problème? Moi, je veux évidemment qu'il y a des dérapages individuels. Il dit sous le coup de la fatigue, peut-être pas que chez certaines forces de l'ordre, mais la majorité d'entre eux ont choisi ce métier sûrement pour de bonnes raisons et le font du mieux qu'ils peuvent. Mais en attisant comme ça l'attention, en les envoyant en première ligne, quelque part en les instrumentalisant dans son récit, il en fait en fait des victimes potentielles. Et ça, c'est grave. Moi, j'ai toujours condamné toutes les violences. Celle de certains manifestants contre les forces de l'ordre, évidemment, mais ce qu'on voit quand même depuis des jours et des jours, c'est aussi pas des dérapages individuels, une doctrine du maintien de l'ordre qui est désastreuse. Partout ailleurs en Europe, quand il y a des tensions comme ça, on cherche la désescalade. Ici, ce que le gouvernement organise, c'est l'escalade. Vous voyez, il y a une vingtaine d'avocats qui ont déposé ce matin plus de 100 recours, parce que il y a eu 880 personnes placées en garde à vue entre le 15 et le 27 mars. La plupart... Les 3/4 ont été... aucune charge n'a été retenue contre eux. C'est classement sans suite. Et c'est pas classement sans suite 21, faute de preuves. C'est le classement sans suite 11, c'est-à-dire absence d'infraction. C'est-à-dire que 3/4 des gens, pour certains, n'étaient même pas en train de manifester. Il y en a qui cherchaient un bar, des copains, des restaurants. La question du maintien de l'ordre devient de toute évidence centrale pour vous. Elisabeth Borne a proposé à tous les partis des rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la suite du quinquennat. Vous allez boycotter et vous dites on veut parler du maintien de l'ordre avec la Première ministre. Pourquoi refuser ce dialogue d'Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, sa proposition, on l'a apprise dans la presse. Et dans la presse, c'était écrit qu'elle proposait une grande concertation des forces politiques pour, je cite, travailler au texte parlementaire des 6 prochains mois. C'est une manière de tourner la page, de dire, bon, bah, la séquence retraite, c'est fini. Maintenant, venez discuter avec moi des 6 prochains mois. Par ailleurs, je peux vous dire que quoi que je lui dise, je ne pense pas que ça... Le gouvernement ne va pas arrêter de gouverner, enfin... Évidemment, mais je trouve un peu facile de dire tournons la page tous ensemble, les retraites, on a perdu, c'est terminé, bon courage, on va maintenant se projeter dans les 6 premiers mois. Les Françaises et les Français n'y sont pas prêts, l'intersyndicale n'y est pas prête, et Europe Écologie Les Verts non plus. L'intersyndicale, y compris la CGT, oui, mais ils ne sont pas dans le même rôle. Ils ne sont pas dans le même rôle. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec l'intersyndicale, elle ne va pas discuter des textes des 6 prochains mois. Ils essayent de renouer le contact parce que dans les sondages, ils voient bien qu'alors que dans leur bras de fer, ils ont essayé de passer en force, ça ne passe pas. 8 manifestations sur les retraites nationales, des participations inédites, se sont parfaitement bien passées. Si la 9e s'est mal passée, c'est qu'entre-temps, il y a eu le 49.3 qui peut-être était légal, mais qui n'était pas légitime. Je pense que c'est manifeste. Et deuxièmement, une prise de parole, un entretien du président qui a été catastrophique. Mépris, cynisme, ce qui a été ressenti par les Français était catastrophique. Et donc, ça se passe mal. Parce que ça se passe mal, ils essayent de se dépêcher dans la page, ça ne marche pas. Et donc, ils disent, bah, venez, on concerte pour 6 mois. Nous, on ne rentrera pas dans cette concertation qui est anachronique.
On est dans un moment d'urgence, le pays est au bord de la crise de nerfs. Ce qu'on doit faire, c'est en urgence travailler à la désescalade. C'est pour ça que notre réponse s'appelle apaiser. Mais par contre, pour tout ce que je viens de vous dire, on veut un rendez-vous urgent pour travailler sur la sécurité des manifestants dans ce pays, qu'ils soient écologistes ou non. Je voulais vous lire une interpellation qu'on a trouvée sur votre compte Twitter. Un internaute qui vous dit « Les absents ont toujours tort ». Donc pourquoi ne pas dialoguer avec le gouvernement ? Écoutez, tous les parlementaires de la NUPES refusent d'aller débattre avec Elisabeth Borne parce qu'ils ont été maltraités, on leur a roulé dessus tout le débat sur les retraites, que quand enfin ils ont obtenu le fait, à force de débat, qu'il n'y ait pas de majorité parlementaire, alors on a dit on va pas faire de vote, on va faire un 49-3, et que c'est pas juste sur les retraites, c'est sur tous les textes. Vous voulez qu'ils aillent docilement écouter ce qu'on a à leur raconter pour les 6 prochains mois, sur lesquels de toute manière ils ne seront pas entendus. Vous n'êtes pas les seuls à refuser. Vous n'êtes pas les seuls à refuser ce rendez-vous avec Elisabeth Borne. Il y a également la France Insoumise et le Parti communiste. Et alors eux ont choisi ensuite de marcher sur l'Élysée ces jours-là pour porter un courrier à Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez marcher sur l'Élysée ? Alors nos parlementaires non, et je pense que la forme de ce mouvement est en train d'être réfléchie en ce moment même. Pourquoi? Je ne suis pas parlementaire. C'était la forme, l'idée de marcher sur l'Élysée qui était compliquée. Je ne suis pas parlementaire, mais manifestement ça a fait débat. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que autant discuter des 6 prochains mois parlementaires tant qu'on n'a pas trouvé la sortie de crise sur les retraites, c'est pas possible. Et il n'y aura pas de paix sans retrait. C'est pas une menace, c'est les faits, c'est l'état du pays. Par contre, il y a une urgence, et donc je rencontrerai Elisabeth Borne cette semaine sur ce sujet urgent de comment on trouve l'apaisement dans ce pays, parce que c'est notre responsabilité collective. Vous avez un rendez-vous avec la Première ministre ? Oui. Elle vous a accordé sur ce sujet-là, elle vous a accordé un rendez-vous. D'accord. Vous vous êtes fixé comme objectif 1 million de sympathisants pour votre parti d'ici 2027, lorsque vous avez pris en charge la direction du parti. Est-ce que vous pouvez devenir un parti de masse en restant finalement surtout des activistes ? Évidemment qu'on reste des activistes, et heureusement. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois, on nous reprochait de plus l'être assez. Donc vous voyez, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. On est habitués, on est des écologistes, et dans ce pays, quand vous faites de la politique, vous êtes commenté en permanence, c'est le jeu. Nous, on ne pense pas faire un parti de masse, parce que je pense qu'en 2023, les gens ne veulent plus adhérer à un parti, ni le nôtre, ni les autres. Un mouvement d'1 million de personnes, ça s'appelle un mouvement de masse. Un mouvement, c'est pas la même chose. Moi, je pense que Bruno Latour, qui était philosophe de l'environnement, qui est décédé il y a quelques mois, disait que la classe écologique, celles et ceux qui se sentent écologistes dans un coin de leur tête, est potentiellement majoritaire dans ce pays, mais qu'elle n'est pas fédérée, elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'est pas fière d'elle-même. C'est ça notre travail. Et évidemment, que vous soyez un parent ou un grand-parent inquiet pour vos enfants, que vous soyez ému quand vous vous promenez en forêt, que vous soyez un amoureux de la vie sauvage devant ces documentaires animaliers, ou un paysan, un artisan qui fait déjà la transition, vous ne vous engagez pas pareil. Il y a des gens qui veulent être dans un parti préparer les élections, tant mieux. Il y a d'autres personnes qui préfèrent recevoir des formations, être mis en contact avec des gens qui mènent des combats comme ceux qui mènent dans leur ville contre un entrepôt Amazon ou pour soutenir un projet d'économie sociale et solidaire, ils vont être mis en contact. Il y a des gens qui veulent savoir comment se mobiliser en ligne. Vous voyez, tout le monde n'a pas le même temps à donner, la même énergie, c'est des parcours militants. Et nous, ce qu'on fait, on vous disait tout à l'heure que dans ce pays, il fallait apaiser, ouvrir et faire confiance à la démocratie. La 5e République, elle a 65 ans, mais il est peut-être temps qu'elle aussi parte en retraite. Nous, c'est ce qu'on va s'appliquer à nous-mêmes, c'est-à-dire dans un grand exercice de démocratie ouverte, faire confiance à celles et ceux qui veulent construire avec nous. Et donc, on a un site qui s'appelle lesécologistes.fr où chacun peut aller, soit remplir une grande enquête populaire en ligne, ça prend 5 minutes, soit il y a un cahier de doléances. Et une question. Et on peut répondre comme on veut, par courrier, par mail, par message vocal, vidéo, comme on veut. Chacun doit pouvoir nous dire ce qu'il a envie de nous dire et on l'écoutera. Votre parti et votre mouvement, mais à plus court terme, Stella Bougriou. Vous parliez de démocratie ouverte. Les députés de la NUPES, eux, se rassemblent mardi pour discuter du fonctionnement de leur attelage électoral. Est-ce que la France insoumise, aujourd'hui, a un fonctionnement trop hégémonique ? Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Très sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a eu un rééquilibrage mécanique depuis quelques mois et que de toute façon, c'était évident. Non, mais vous en suivez certaines malgré vous ? J'ai pas compris. Est-ce que vous discutez ensemble de toutes les décisions ou alors vous en suivez certaines ? Mais en fait, il faut comprendre que la NUPES, c'est pas un parti, c'est une coalition. Et donc, évidemment que nos parlementaires, qu'ils soient écologistes, socialistes, insoumis, communistes, ils ont été élus ensemble. Et donc, ils travaillent en intergroupe, c'est sain, c'est ce qu'ils doivent à leurs électeurs et ils vont continuer. Les partis politiques, ce qu'ils ont à faire, parce que tout ce qu'on se dit tout à l'heure montre quand même qu'une alternance est nécessaire et même urgente en 2027, et que moi, je suis élue d'opposition au Rassemblement national depuis quelques années à Hénin-Beaumont, je sais ce que ça donne au pouvoir et je ne nous le souhaite pas à aucun d'entre nous, ni sur ce plateau, ni dans ce pays. Et donc, pour se battre là-dessus, il faut gagner, et je ne vois pas comment on ne gagne pas ensemble. Sauf que être ensemble, l'unité, c'est une condition nécessaire mais non suffisante.
se dire qu'on fait la ligne Maginot, qu'on attend comme ça ensemble, ça ne marchera pas. Et donc ce qu'il faut dans les années qui viennent, c'est que pour qu'on soit ensemble plus qu'à 30%, sinon on sera au deuxième tour, on sera content, mais être au deuxième tour, être content sans gagner, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que chacun renforce ses assises. Et donc moi, en tant qu'écologiste, je cultive mon jardin, je renforce l'écologie. Chaque parti doit faire ça. Ça peut être coordonné, évidemment qu'on se parle toutes les semaines, mais l'urgence, c'est vraiment ça, c'est de travailler chacun à convaincre des abstentionnistes. Il y a un sujet qui peut vous diviser, c'est le nucléaire. Est-ce que combattre le nucléaire est toujours aussi important pour vous? Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, chez des jeunes écologistes, par exemple, c'est pas une cause qui est forcément la première des causes. C'est pas vrai, je sais que beaucoup ont envie de raconter ça, mais hier, vous voyez, on était en Conseil fédéral ELV, on a voté une motion pour l'opinion française dans cette globalité a évolué. Vous me dites l'opinion française, les jeunes écologistes, c'est pas pareil. Mais par rapport à l'urgence climatique, est-ce que le combat contre le nucléaire est la première des urgences? Donc je réponds à votre première question. Au Conseil fédéral hier, nous avons voté une motion sur le nucléaire à 100%. Il n'y a pas eu une seule voix dans le Parlement de tout notre parti, avec toutes les motions, toutes les sensibilités, toutes les régions représentées, pour dire qu'il n'était plus d'accord sur cette doctrine. Donc alors qu'Emmanuel Macron va relancer 6 nouveaux réacteurs, la construction de 6 EPR, pour vous, ce combat-là est essentiel? Mais les choses sont très simples. On doit respecter les accords de Paris. C'est-à-dire qu'on doit baisser nos émissions de CO2 d'ici 2030. Pour faire ça, il faudrait que la France les baisse entre 4 et 6% par an. L'année dernière, vous savez de combien ils ont baissé? De 0%. Donc c'est très mal parti. Mais avoir des nucléaires en 2030 pour obtenir l'objectif, ça peut être pas mal. Et justement, on nous dit que pour arriver à cet objectif en 2030, il faut faire 6 EPR. Les EPR, selon les scénarios les plus pronostiques du gouvernement, ouvriront en 2035. Voyez-vous l'erreur? Plus les rapports qui ont fuité des services du ministère de l'Environnement montrent qu'en fait, c'est pas avant 2040. Et donc, quand on nous vend le nucléaire au service du climat, on se trompe et chaque euro qui sera mis dans le fiasco industriel que sont les EPR sera de l'argent mis en moins dans les énergies renouvelables qui, elles, sont efficaces tout de suite pour nous aider à combattre le climat. Vous voyez, le nucléaire, il y a une belle légende qui est racontée par les gens aujourd'hui. C'est le monde merveilleux du nucléaire. Il n'y a pas de déchets, c'est indépendant, on ne dépend pas du tout de la Russie sur le nucléaire. Ça marche super bien et ça nous permet de sauver le climat. C'est beau quand même. Mais ça devrait interroger parce que la réalité, c'est que chacun de ces arguments est faux. Et c'est dangereux. Vous voyez, c'est comme les méga-bassines, en fait, à la fin. On est dans une crise écologique majeure. Tout le monde a cette urgence en tête. Et on fait des bassines, du nucléaire, ce qu'on appelle des objets transitionnels en psychologie, des doudous. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, n'ayez pas peur. On a inventé un truc, c'est des méga-bassines. Il n'y aura pas de problème d'eau pour l'agriculture. N'ayez pas peur sur l'énergie. Continuer à consommer, mettre des écrans publicitaires lumineux dans la rue, on va faire la gabegie, il n'y a pas de problème, il y a le nucléaire. C'est faux, on ment aux gens, on accélère en allant toujours tout droit dans le mur. On en fait des doudous, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'en faire des épouvantails par rapport à la situation? En fait, on dit la vérité aux gens. Et alors qu'il nous reste 3 ans pour sauver le climat, je pense que c'est nécessaire et même indispensable. Jim Jarassel. Une question sur les ZFE, les zones à faible émission. En janvier, vous disiez les ZFE, c'est ce que donne l'écologie quand elle n'est pas faite par des écologistes et des gens de gauche. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise méthode? Pourtant, elle est appliquée, en tout cas, même s'il y a quelques difficultés. Comment dire, menées par les métropoles dirigées par les écolos sont sur cette voie-là. Les choses sont très simples. La qualité de l'air, ça fait des dizaines de milliers de morts prématurées en France chaque année. Évidemment qu'il faut la combattre. Il y a plusieurs raisons. L'agriculture, les épandages, il y a les émissions industrielles et il y a évidemment le chauffage aussi domestique et il y a les voitures. Dans des centres-villes urbains, Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, évidemment que la voiture c'est un sujet. Évidemment. Mais pour résoudre ce problème-là, il faut un truc majeur, l'acceptabilité sociale de ce qu'on propose. Et l'acceptabilité sociale, ça ne s'impose pas d'en haut. Ça se travaille, ça se concerte et ça s'accompagne. Quand vous dites aux personnes aujourd'hui, votre voisin qui a un gros SUV, parce que les vignettes critères pour les ZFE, ça prend en compte la qualité de l'air mais pas le climat par exemple. Donc si vous avez votre gros SUV électrique qui a beaucoup pollué à la construction, qui polluera à la destruction et qui émet, qui est quand même un sujet en soi, là vous pouvez rouler. Par contre, si vous n'avez pas les moyens de changer de voiture et que vous avez encore un vieux diesel, là, vous serez condamné, même si vous en avez besoin pour travailler, même si vous en avez besoin pour aller voir votre famille. Et donc, c'est injuste. Parce que le gouvernement a prévu toute la partie interdiction, là, il n'y avait pas de problème. Mais la partie accompagnement, c'était aux collectivités de se débrouiller. Vous savez quoi, dans les villes écologistes, on fait le maximum. À Strasbourg, à Lyon,
On est sur ce dossier. On a fait des concertations citoyennes en décalant un peu le calendrier pour le rendre plus acceptable. On met en place des tarifications acceptables socialement sur les transports en commun, la gratuité pour celles et ceux qui en ont besoin, des vélos électriques pour les boursiers. On fait le travail. Le gouvernement ne fait pas l'accompagnement. Et dans les villes, si vous étiez parisienne, vous voteriez pour ou contre les trottinettes électriques en libre-service? Alors à Hénin-Beaumont où j'habite, il n'y a pas de trottinettes. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous dis si vous étiez parisienne. En libre-service. Il y a une votation aujourd'hui organisée par Anne Hidalgo pour savoir si les trottinettes seront encore Je vois autorisées. que c'est un gros sujet de débat. Attention quand même, parce que quand on vous parle de la non-habitabilité de la planète possible dans 30 ans, je me dis que des fois, peut-être on se trompe de débat, que toutes les heures qu'on passe à débattre des trottinettes, on ne les passe pas à sauver l'humanité. Donc c'est pas mais à mon avis, c'est pas un bon sujet pour faire un référendum. Si ça divise les Parisiens qu'il faut trancher, le référendum est la bonne méthode. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être dans les médias, pendant 15 jours, on a d'autres sujets plus importants à débattre que de la trottinette. Donc on laisse les Parisiens voter. On leur souhaite bon courage pour prendre la bonne décision. Et puis nous, on va rester concentrés sur l'essentiel. Mais vous voteriez pas alors? Ou vous voteriez Si, quoi? j'irais voter, mais franchement, je suis pas assez à Paris pour... vous voyez, c'est le but des consultations citoyennes dans les villes, c'est dire, moi j'habite cette ville, voilà ce que j'en pense. Moi je n'habite pas cette ville, donc j'en pense pas grand-chose. Ils font ce qu'ils veulent, les Parisiens, je leur fais confiance pour prendre la bonne décision pour eux. Et les trottinettes électriques en libre-service, vous en pensez quoi? Ça fait débat, mais c'est aux Parisiens de décider. Et peut-être que la décision à Paris ne sera pas la même qu'à Lyon ou qu'à Marseille. Et ben c'est la démocratie locale et c'est très bien comme ça. Et c'est pas moi qui habite dans le Pas-de-Calais qui vais dire aux Parisiens ce que je pense. Marine Tondelier, revenons un instant sur les mobilisations. Est-ce que vous seriez d'accord, à titre personnel, pour organiser une nouvelle mobilisation politique contre la réforme des retraites dans les semaines à venir? Ou alors vous considérez, comme d'autres, qu'il faut laisser les syndicats sur cette partie-là? Il faut les deux. C'est depuis le début un travail d'équipe en réalité. Les syndicats ont organisé une mobilisation sociale la plus réussie depuis plusieurs années. Aussi, ils ne dispersent pas les efforts des uns et des autres. Non, parce qu'on fait ensemble. Les parlementaires étaient au Parlement, les partis politiques ont joué leur rôle, le parti politique en organisant dans toute la France ensemble des meetings contre les retraites pour informer, pour faire de la pédagogie. Et nous sommes bien ensemble depuis le début, nous serons ensemble jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas d'autre fin possible que le retrait, ou si Emmanuel Macron veut en sortir avec panache, la suspension, la mise en pause de sa réforme. Très sincèrement, je ne vois pas quelle autre issue de secours il a. Marine Tondelier, vous restez avec nous. Après la pause, vous allez débattre avec Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. A tout de suite. Renaissance, le parti présidentiel nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, est restée quelques instants avec nous pour débattre avec vous, Stéphane Séjourné. Alors, élargir la majorité, c'est la mission qu'a donnée Emmanuel Macron à Elisabeth Borne. Élargir avec des élus de droite, de gauche et des écologistes. Dites-nous pourquoi, Stéphane Séjourné, des écologistes devraient-ils rejoindre la majorité et surtout pourquoi? Bon, d'abord, peut-être un commentaire et une question pour Marine Tondelier. D'abord, le commentaire, c'est que je suis aussi président d'un groupe parlementaire au Parlement européen qui compte plus d'une centaine de parlementaires, 25 nationalités. Et on travaille régulièrement avec les écologistes. D'ailleurs, on a été avec les écologistes dans des majorités pour faire avancer le Green Deal, pour avancer sur les voitures thermiques en 2035. Et Europe Écologie est quand même très isolée en Europe, Madame Tondelier. Parce que aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de partis écologistes. On gouverne même des grands pays européens, l'Allemagne, avec les libéraux, les écologistes et les socialistes. Et aujourd'hui, quand j'entends ce que j'ai entendu dans votre intervention, quand je vois aussi que vous avez perdu le fil d'une partie de ce qui faisait votre ADN à Europe Écologie, c'est-à-dire le libéralisme, la question de la décentralisation, le pacifisme, là où vous jouez maintenant les street medics dans une mobilisation sociale, ça m'inquiète et ma question, elle est assez simple. Elle est, est-ce qu'on va avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, un parti écologiste qui est un parti de gouvernement sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut aussi trouver des majorités, parce que je pense que l'écologie aussi vaut un certain nombre de consensus et de compromis qui nous porterait, je pense, collectivement à faire des belles choses pour, en tout cas, la planète et puis pour ce que vous défendez, la cause qu'on défend également à Renaissance. Marine Tondelier. C'est quand même fantastique, c'est qu'on a le cercle de la raison qui, dans ce pays, décide ce qui est légitime ou pas, ce qui est raisonnable ou pas, ce qui est l'intérêt général ou pas. Figurez-vous que dans d'autres pays, oui, on est capable de travailler ensemble, mais ce n'est pas vos équivalents. C'est pas vos équivalents. Et d'ailleurs, en Allemagne, c'est pas vos équivalents. Et
Les libéraux sont quand même un problème dans la majorité. C'est pas vos équivalents parce que le parti écologiste allemand est pas le même parti écologiste. Et le ministre de l'Intérieur allemand n'est pas le même ministre de l'Intérieur qu'en France non plus. Alors moi, je veux bien qu'on se dise qu'on va faire un ministère de la désescalade de la violence et de l'habitabilité de la planète dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tant que les reculs sur l'environnement se multiplient. Vous voyez, on nous parle d'éco-sabotage aujourd'hui. Mais qui sabote l'écologie? En une semaine, le S-métallochlore, qui était un pesticide qui devait être interdit, Monsieur Fesneau, le ministre de l'Agriculture, devant la FNSEA, annonce sous les applaudissements généraux qu'il le rétablit. On fait une proposition de loi dans la niche écologiste pour interdire les nitrites qui font des milliers de morts en France chaque année. C'est l'ONU qui le dit. On nous envoie balader. Et puis, le ministre qui nous explique aussi que l'interdiction de la pêche de fond dans les aires marines protégées, ça ne s'appellera pas en France. Et ça, c'est en une semaine. Et puis, en fait, surtout, c'est comme ça. Je crois qu'il y a une vraie différence entre les partis européens écolos et Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. C'est que vous êtes devenus les supplétifs de la France Insoumise. Et on connaît le projet de la France Insoumise. On connaît le projet de la France Insoumise. Quand on nous explique que la démocratie aujourd'hui, c'est 50, mais plus 20, plus 30%. Quand on nous explique que il faut mettre de côté notre indignation sur les violences. Et vous suivez jamais dit ça, mais vous continuez à faire l'amalgame. C'est très grave ce que vous faites. C'est vraiment, je pense, la différence entre les partis. J'ai dit 40 fois la même chose, que nous condamnions les violences. C'est vous qui refusez de l'entendre. C'est vous qui refusez d'entendre, et c'est dommage parce que c'est dangereux pour la paix sociale ce que vous êtes en train de faire, de vouloir nous faire passer pour des gens violents, ce que nous ne sommes pas. Je l'ai expliqué 4 fois, si vous voulez, je vous le réexplique 5 fois et je vous attends à la sortie pour la 6e. Mais très sincèrement, il faut arrêter de raconter ça parce que vous faites monter la violence envers les écologistes de ce pays qui, eux, sont non violents et ça ne va pas bien se terminer. Il va finir par y avoir quelque chose de dramatique et tout le monde s'en voudra à la fin. Donc je vous demande solennellement, à vous, au gouvernement, à votre majorité, de se calmer là-dessus. Ça ne va pas bien se terminer. Une dernière réponse, Stéphane Séjourné. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre nos élus à nous qui subissent des violences aujourd'hui dans leur permanence, où on a eu énormément d'exemples. Et qu'on condamne également. Et qu'on condamne également, et effectivement les violences qu'on peut voir. La vraie différence, Madame Tondelier, c'est que je pense que la cause écologiste mérite mieux aujourd'hui que de mettre en avant des minoritaires, peut-être ultra-violents, avec qui vous êtes affichés dans des manifestations. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui le faites ? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui le faites ? À partir du moment où le dispositif policier, c'est ce que vous avez raconté tout à l'heure sur le plateau, devient le problème, et que les manifestants ne sont même plus le problème, les violences ne sont même plus le problème, c'est le dispositif policier. Comme si c'était la Mouletta qui justifiait la violence. Human Rights Watch le dit, Amnesty le dit, la LDH le dit, et émancipez-vous de LFI, et je pense qu'on pourra travailler ensemble parce que... Bon, vous avez compris que j'allais pas aller au gouvernement tout de suite, on allait attendre qu'il y ait un changement de président de la République. Et que nous allons également attendre que vous clarifiez les choses aussi sur ce volet-là. Mais elles sont très claires, arrêtez de dire ça. Merci beaucoup.